Shalom Aleichem, bonjour à toutes et à tous. Si vous avez le fils d'un ami tunisien qui arrive à sa majorité religieuse pendant ce mois de Shvat, vous pouvez pratiquement être sûr qu'il fêtera sa bar mitzvah ce jeudi soir, même si le petit n'aura 13 ans que dans 2 semaines. Et si vous habitez en France, dans un quartier à forte concentration juive, ou en Israël à Netanya, impossible de rater dans les rues les allées et venues des gens avec les pièces montées. Eh oui, la fameuse pièce montée de Seudat Yitro, Seudat Yitro à l'ancienne, ou plus communément, la fête des garçons. Alors, quelle est l'origine de cette commémoration si chère aux yeux de la communauté tunisienne? On m'a souvent dit, vous les Tunisiens, vous êtes des kiffeurs, donc vous faites des fêtes à gogo. La fête des garçons, la fête des filles, les grillades de la veille de Pessah, la rentrée des Sfarim, et j'en passe. Eh bien, si c'est vrai que les Tunes sont des kiffeurs, on ne peut pas le nier, il faut savoir que ces coutumes puisent leur source dans quelque chose de bien plus profond et spirituel, qui ont d'ailleurs souvent des conséquences halachiques. J'en profite pour saluer au passage le travail colossal du Rav David Sidbon qui a répertorié et cherché la source de tous les minagim tunisiens dans son magnifique ouvrage Le Halé Hadas. Alors, il existe a priori plusieurs raisons à cette commémoration, et à mon humble avis, elles sont toutes complémentaires. La première et la plus connue, c'est en réalité une Seudat Odaya, c'est-à-dire un repas de remerciement et de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu pour le miracle qui s'est produit. Le principe d'une Seudat Odaya, c'est que c'est la meilleure manière pour notre corps matériel d'exprimer sa joie de par la bonne nourriture qu'on y prépare, afin que cette joie puisse accompagner notre reconnaissance envers Hachem. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a l'habitude d'inviter du monde, à l'instar du Korban Toda, le sacrifice qu'un juif amenait au Beth Amikdash pour remercier Hachem d'un quelconque bienfait. Ce Korban avait une limite de consommation, le jour même et la nuit qui suit seulement. Et pourquoi? Surtout que l'on sait que les sacrifices de ce type, les shlamim, on doit en général un jour en plus. Eh bien parce qu'il est impossible pour un homme seul de consommer une bête entière dans ce laps de temps. Ça l'oblige donc à inviter du monde et à propager sa reconnaissance envers Hachem. D'ailleurs, on dit que les Marocains se rapprochent spécialement de leurs amis tunisiens quelques jours avant Yitro pour qu'on les invite. Et même chose, les Tunisiens se rapprochent des Marocains pendant Pessah pour qu'ils les invitent à la Mimouna. Bon, blague à part. Donc, la première raison, c'est une Séouda en remerciement à Hachem pour le miracle qui s'est produit. En effet, on raconte qu'une épidémie terrible qui ravageait particulièrement les petits garçons a pris fin la semaine de la Parashat Yitro. En réalité, on ne précise nulle part quand exactement s'est abattue cette épidémie. Mais certains s'accordent à dire qu'il s'agit en fait d'une épidémie de diphtérie qui a eu lieu en 5545, soit en 1785 de notre ère. Le livre de référence sur les Chachamim de Tunis énumère les différentes épidémies et raconte que celle de 1785 était terrible et touchait particulièrement les jeunes enfants. Je précise d'ailleurs que cette période était une des plus florissantes au niveau des rabbinim en Tunisie. On en parlera peut-être dans un autre cours, Bezrat Hashem. Les petits garçons sont donc mis à l'honneur et la table est mise avec de la vaisselle miniature comme dans une dînette et tous les autres aliments d'ailleurs sont préparés en miniature. À l'origine, on préparait un pigeon pour chaque garçon. Pourquoi le pigeon? Eh bien, j'ai lu une fois qu'on raconte qu'un pigeon était apparu sur le toit de la synagogue et qu'à partir de là l'épidémie s'était arrêtée. Certains livres rapportent qu'Eliyahu Hanavi était apparu en rêve à une femme et lui avait dit d'égorger un pigeon pour que l'épidémie s'arrête. D'autres encore avancent que c'est en mangeant du pigeon que les enfants ont guéri. Soyons honnêtes, ces théories relèvent plus de la légende. Je pense que tout simplement la raison c'est parce que le pigeon est la viande, le gibier le plus petit, à l'instar des autres aliments miniatures de cette Séouda, et sûrement aussi du fait qu'il s'agisse d'une denrée rare et assez chère. Aujourd'hui, bien évidemment, il est pratiquement impossible de trouver du pigeon et les gens le remplacent par un coquelet. Mais attention, c'est uniquement symbolique. Il ne faut pas se prendre la tête à trouver un coquelet par tous les moyens. Déjà à l'époque, les rabbinim avaient cherché à annuler cette coutume parce que les commerçants en profitaient pour en tirer des prix exorbitants. Maintenant, pourquoi le jeudi? Eh bien, j'ai pas vu d'explication à ce sujet, mais je pense qu'il ne faut pas chercher midi à 14h, le jeudi étant le 5e jour de la semaine et le jour où les poissons ont été créés. À bon entendeur. La deuxième raison est toute simple. En souvenir de la Séouda que Yitro avait fait en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, après avoir entendu tous les miracles et avoir rejoint le Ham Israël dans le désert, comme il est écrit, Vaikach Yitro choten Moshe ola uzvachim Elohim, vayavo Aaron vekchol zikne Israël lechol lechem aim choten Moshe lifne a Elohim. Yitro avait approché des offrandes, des sacrifices pour Akadosh Baruch Hu, il avait invité Aaron et tous les anciens pour manger du pain devant Akadosh Baruch Hu. Certains disent même que c'était la Séouda en l'honneur de sa Brit Mila au moment de sa conversion. Mais bien entendu, il est assez surprenant qu'on ait fixé une commémoration en l'honneur de cette Séouda particulièrement.
On a vu d'autres Séouda de remerciements à Hachem dans toute la Torah, même plus importantes que celle-là. C'est pour ça que j'ai précisé au début que toutes ces raisons étaient en fait complémentaires. Le Alé Hadas d'ailleurs pense que cette raison est uniquement la source de l'appellation Séouda Titro, la Séouda de Yitro, comme celle que celui-ci avait fait dans le désert. La dernière raison, que certains partagent en deux, est sans conteste la plus véridique et la plus forte. La paracha Yitro est la paracha où est rapporté l'épisode du don de la Torah sur le mont Sinaï, le point culminant de tout le peuple juif. C'est dans cette paracha où sont lus les 10 commandements, qui d'ailleurs incluent les 613 commandements de notre Sainte Torah. Pour exprimer notre joie et pour montrer aux enfants du Kouteb. Alors le Kouteb, c'était le nom qu'on donnait au Talmud Torah dans la majorité des pays arabes, l'équivalent du Heider en Europe. Donc c'était pour montrer aux enfants du Kouteb l'importance de la Torah et l'amour qu'on lui porte, qu'on célébrait cette fête. C'était d'ailleurs une sorte d'intronisation pour ces jeunes garçons qui allaient entendre pour la première fois les 10 commandements à la synagogue le Shabbat. La lecture des 10 commandements, comme tout le monde le sait, est un moment spécial dans l'année. On voit d'ailleurs l'importance que même les femmes lui accordent, bien qu'elles ne sont pas astreintes à écouter la lecture de la Torah. Les 10 commandements, justement, on les lit avec le Ta'am Elyon, c'est-à-dire des signes de cantillation particuliers, allongés et embellis, spécialement pour l'occasion. La coutume tunisienne est d'ailleurs que tous les fidèles se lèvent au moment de cette lecture afin de ressentir et de se mettre dans l'ambiance majestueuse du mont Sinaï et faire rentrer dans les cœurs de la crainte et du kavod pour la Torah. Mais attention, bien que cette magnifique coutume se soit répandue dans énormément de communautés sfarades, l'avis du Rambam et du Shulchan Aruch est qu'il faut rester assis pour ne pas laisser croire que ces 10 commandements sont plus importants que le reste des mitzvot de la Torah. Et notre maître Rabbeinu Ovadia Yosef a insisté sur le sujet. Donc, en diaspora, on pourra a priori perpétuer cette coutume, alors qu'en Israël, terre qui est sous l'autorité du Shulchan Aruch, il vaudra mieux l'éviter. Maintenant, dans tous les cas, on doit se plier à la manière de faire dans la synagogue où on prie, pour bien évidemment ne pas laisser paraître qu'il y ait 2 Torahs distinctes, chas v'shalom. Bon, on a dévié du sujet, mais le but était de montrer en quoi la lecture des 10 commandements était un moment si particulier. J'ai lu d'ailleurs que la fameuse pièce montée représentait le mont Sinaï, le Har Sinaï, et les dragées, les petites meringues ou les fleurs comestibles qu'ils mettent pour décorer, eh bien ça représente les fleurs qui recouvraient la montagne à ce moment-là. Bon, bien évidemment, cette coutume de la pièce montée est arrivée bien plus tard avec la venue des Français à Tunis. Mais bon, qui sait, peut-être qu'avant, ils représentaient le mont Sinaï en faisant une montagne avec des boules de miel à la place des choux à la crème. Avec cette explication, on peut comprendre aussi pourquoi ça se passait le jeudi soir. Tout simplement parce que c'est la soirée la plus proche du Shabbat où on allait écouter les 10 commandements. Avec tout ce qu'on a dit, on comprend ô combien la dimension spirituelle de cette fête est forte. Et cela bien au-delà des traditions culinaires qui n'est qu'un moyen d'exprimer, un moyen matériel d'exprimer cette joie spirituelle. D'ailleurs, c'est Mina Shamaim que les Tunisiens sont à cheval sur ces traditions culinaires, car grâce à ça, ils ont pu préserver cette magnifique commémoration. D'ailleurs, il faut savoir qu'à l'origine, une grande partie des Juifs d'Algérie avaient eux aussi la coutume de faire la Séouda Titro. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ils l'ont oublié. Il est donc important de raviver cette ambiance de Kdusha, de sainteté qui était celle de l'époque, avec des paroles de Torah à table, des chants de joie, bien évidemment pas que des chaflot et des talil, mais des chants en l'honneur d'Hachem et de sa Torah. Et bien évidemment, faire participer au maximum les jeunes enfants. Ils sont le centre de cette fête qui doit leur faire ressentir dans la bouche la douceur et l'amour de notre Torah. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des makrous, des yo-yo et toutes les autres pâtisseries au miel. Que ce soit une vraie simcha, en étant joyeux mais en restant sobre. Attention, il ne faut pas trop forcer sur la bourra, parce que c'est vrai, vu qu'on amène des petits quarts de bourra, comme tous les autres aliments miniatures qu'on amène, eh bien on peut avoir tendance à minimiser la bourra consommée et rapidement dévier. À l'époque, on imprimait un feuillet spécialement pour la Séouda Titro, à l'instar de la feuille de miel de Rosh Hashanah que tous les Tunisiens connaissent bien. On consignait à l'intérieur les bénédictions sur les aliments, les bénédictions sur l'étude de la Torah, les 10 commandements, le Birkat Hamazon abrégé pour les enfants, ainsi que la lecture du schéma des enfants avant de dormir. Il incombait aux jeunes garçons de réviser ce feuillet avant le repas. En parlant de ça, il faudra bien faire attention à réciter les bénédictions appropriées sur les différents aliments ce soir-là. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de faire hamotzi sur du pain ou sur des chalotes. Tout d'abord parce qu'une vraie séouda, c'est qu'avec du pain, mais surtout qu'il soit très probable que ce que vous pensiez être mésonote s'avère être en réalité hamotzi. Parce que si la pâte de vos navettes et de vos mini pizzas n'ont pas un goût sucré, un goût d'huile ou un goût de jus de fruits bien perceptible au palais, eh bien c'est hamotzi. Je précise un goût perceptible parce qu'il faut absolument le ressentir dans la bouche.
Ça ne suffit pas qu'il y ait telle ou telle quantité de sucre dans la recette pour que ce soit mésonote. J'ai précisé les navettes et les pizzas parce que les fricassés et les briques, eux, seront toujours mésonotes parce qu'ils ont été frits et pas cuits. Et même si ces navettes et ces pizzas ont un goût sucré et sont a priori mésonotes, eh bien il est possible que vous mangez une quantité de 216 grammes. Déjà avec 8-9 pièces, on rentre dans un problème. Donc, et que vous soyez obligé de toutes les manières de faire Birkat Amazon à la fin. C'est pour cela que la meilleure chose à faire, c'est de se laver les mains, faire Netilat Yadayim et faire Amoti. Autre précision importante, les Chachamim avaient instauré ce jour-là de ne pas réciter les Tachanunim, les supplications du jour à la synagogue. À Tunis, c'était le jeudi qu'on ne les récitait pas, ni à Shachrit, la prière du matin, ni à Mincha, celle de l'après-midi, ainsi que le Mincha de la veille, donc mercredi. Comme c'est le cas pour toutes les fêtes d'ailleurs. Dans le sud de la Tunisie, à Gabès, Zarzis, Djerba, etc., eh bien c'était le vendredi qu'on ne les récitait pas. Ce qui paraît d'ailleurs logique vu que la Séouda se déroule le jeudi soir. Aujourd'hui encore, dans les synagogues tunisiennes, Baruch Hashem, on perpétue cette coutume. Et vous pouvez de là mesurer l'ampleur de cette fête. Il faut savoir qu'il est très difficile d'annuler ce minhag des supplications, qui était déjà mentionné il y a plus de 1500 ans dans la Gemara. Et malgré tout, les Chachamim de Tunis ont jugé que cette commémoration était assez importante pour ne pas les réciter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fête et qu'Hachem fasse que l'on soit toujours dans les joies. Et n'oubliez pas, dans la Gdusha, dans la sainteté, Shabbat Shalom.